Avant de commencer la vidéo, oui, je sais que je suis pas le premier ni le dernier à faire ce genre de vidéo, mais bah les couilles, je fais ce que je veux. En tout cas, merci à The Great Review et le joueur du grenier pour l'idée du concept. Je mettrai un lien vers leur vidéo en description. Je tiens à préciser que si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas joué à Outer Wilds, il faut absolument que vous alliez y jouer, car celle-ci va contenir de nombreux spoils pour le jeu de base. Et oui, c'est difficile de faire une vidéo sur un jeu sans spoil, désolé. Enfin bref, moi c'est ni chaud ni froid, et aujourd'hui, je vais vous raconter ma version de comment j'ai vécu Outer Wilds. Vous voyez ce mec qui vient soi-disant de terminer l'un, si ce n'est pas le meilleur jeu de sa vie? Non. Et bah ce mec c'est mon frère, qui m'a, on peut le dire, harcelé pour que je joue à ce jeu qui, comme il le disait, te permet de changer ta vision sur l'univers entier. J'étais sceptique, mais j'installe le jeu et je le lance. Mais après quelques jours, je m'en lasse. Pourquoi, me direz-vous? Eh ben, je sais pas. Le problème dans tout ça, c'est que cette erreur a failli me faire passer à côté de quelque chose d'assez rare dans le monde du jeu vidéo qui, à ce stade, n'est même plus dans la catégorie de divertissement, mais de chef-d'œuvre inoubliable, tout simplement. J'ai donc été forcé, une fois de plus, et par la même personne, à recommencer cette aventure sous son aile, ce qui était en réalité un plutôt bon argument pour me convaincre de reprendre cette aventure avec mes deux frères. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu, déjà dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Et pour vous expliquer l'ambiance du jeu, c'est pas compliqué. Vous vous réveillez sur une petite planète nommée Atrebois, et vous devez aller chercher des soi-disant codes de lancement pour accéder à votre fusée. Vous vous baladez un peu partout dans le village, et c'est là où il y a 3 cas de figure. Le premier étant celui qui apprécie la beauté du jeu et observe tout ce qui se passe dans le village. Le deuxième, ayant moins de patience, ne s'embête pas avec les détails et se sert uniquement de la grotte zéro gravité, qui, comme son nom l'indique, est un bon moyen de s'entraîner à manier les touches de déplacement en combinaison spatiale pour notre départ imminent, ce qui est le choix que j'ai fait. Et enfin, le troisième type de personne, qui n'a juste pas le temps et trace directement à l'emplacement clé de ce lieu, le musée. Le musée est un emplacement beaucoup plus important que l'on pourrait penser, car presque chaque élément à l'intérieur de celui-ci est disposé de manière idéale pour nous montrer à quoi s'attendre pendant notre voyage. On y trouve par exemple une maquette du cycle de vie du Soleil, un caillou qui change de place quand on ne le regarde pas, et cette statue bizarre qui nous absorbe notre âme quand on passe devant, après avoir récupéré les codes de lancement, mais bon, je pense que tout ça ne sont que des coïncidences. Enfin, avec les codes de lancement et l'entraînement de la grotte zéro gravité, il est temps de partir dans l'espace. Il y a une seule info qu'on nous donne avant de partir. On est le premier de notre espèce à partir dans l'espace avec un traducteur capable de déchiffrer des écritures extraterrestres. C'est des espèces de boucles comme ça. On a aussi un lance-guetteur qui est très utile dans beaucoup de circonstances et un onduloscope qui permet d'identifier différents signaux. Ce qui paraît inutile au début, mais croyez-moi, c'est tout le contraire. Désormais, vous êtes livré à vous-même et tout de suite, plein de questions viennent envahir l'esprit des joueurs possédés par cette curiosité. Où aller ? Est-ce que je devrais continuer d'explorer cette planète ? Pourquoi il y a un trou noir au milieu de celle-là ? Pourquoi il y en a une qui est entourée d'eau ? Tiens, c'est marrant, cette planète fonctionne comme un sablier. Toutes ces questions vont avoir une réponse tôt ou tard et dans l'ordre que l'on souhaite. C'est là où la magie du jeu opère, car même si plusieurs personnes le lancent en même temps, la probabilité pour que chacun suive le même chemin est quasiment nulle. La chose que j'ai pas précisée, c'est que peu importe là où vous allez, tout ce que vous découvrez va être enregistré directement sur votre journal de bord. Par exemple, moi j'ai commencé par l'exploration de la planète Gravité, en même temps ça reste la plus proche de Atrebois. Vous vous souvenez quand il y a 2 minutes j'ai dit qu'il y avait une planète avec un trou noir dedans ? Et bah c'est celle-là. Alors, si vous êtes un être humain normalement constitué, vous avez sûrement vécu votre première visite de gravité comme ça. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi je me retrouve dans un trou blanc ? Eh ben je sais toujours pas. De toute façon, je suis mort. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a ce masque bizarre qui me montre tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais aussi que je ne suis pas mort.
Au moins je sais que la mort n'est pas très grave, puisque je garde mes informations récupérées dans mon tableau de bord, et heureusement, parce que la mort va être récurrente dans ce jeu. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a cette boule de lave qui veut du mal à sa copine en la bombardant de projectiles enflammés qui détruisent sa surface au fur et à mesure. C'est à ce moment-là que l'on est introduit à la mécanique du temps. C'est-à-dire qu'une grande majorité des événements qui vont se produire vont dépendre du temps qui se passe. Par exemple ici, plus le temps passe, plus la planète est détruite. Autre chose intéressante, les cristaux violets qui changent la gravité qu'on a vu dans le musée et dans notre fusée étaient en fait originaires d'ici, nous permettant de se déplacer de manière adéquate à travers la planète. Vous entendez cette musique ? Elle vient de l'un des explorateurs qui font partie du projet Odyssey, Outer Wilds en anglais, qui jouent chacun d'un instrument. Ici on a Riebeck qui joue du banjo, mais on a aussi Chai qui fait du tambour, et Skier qui siffle, Gabro qui joue un hautbois, et malgré le fait que le dernier et le plus vieux d'entre eux soit porté disparu, Felchpass, on peut capter le signal de son harmonica en utilisant l'onduloscope. En se baladant un peu plus, on trouve une espèce de fresque assez mystérieuse, où on repère une sorte de vaisseau qui se fait attraper par des racines. C'est ici d'ailleurs qu'on nous introduit les Nomai, qui sont venus dans ce système solaire à la recherche d'un signal, celui-ci étant appelé l'œil de l'univers. On avance et on trouve ce qu'ils appellent l'hôtel de l'œil de l'univers. C'est ici où les Nomai avaient l'habitude de spéculer sur l'origine de ce signal. D'où venait-il ? Qui est-il ? Et plus important encore, pourquoi ils ont capté son signal ? On tombe aussi nez à nez avec la cité suspendue qui avait été citée par Riebeck auparavant. C'est ici qu'on se rend compte de la situation dans laquelle nous sommes. On est en train de visiter les ruines des habitations d'une ancienne civilisation qui est éteinte. Seulement, il y a quelque chose de louche au sujet de leur disparition. On retrouve de nombreux squelettes, mais c'est comme s'ils étaient morts sur le coup, instantanément. Comme si un vent mortel les avait tous tués un par un. En avançant un peu plus, on trouve une pièce ressemblant à une salle de classe, celle-ci remplie de squelettes, de ce qui ressemble fortement à des enfants. Si on récupère ce parchemin sur une étagère, on peut lire les récits d'une certaine Solanum. La formation de cet univers. Personne ne sait comment cet univers a été créé, mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui le composaient étaient autrefois d'une chaleur et d'une densité extrême, et agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi, et une fois la bonne température atteinte, ces particules pures se regroupent pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et de refroidir jusqu'à ce qu'un jour les étoiles s'éteignent, toutes avec les formes de vie qu'elles ont vues naître. Cette perspective m'effraie, même si Konoe affirme que cela n'arrivera pas de notre vivant, quand bien même cela arrivera à d'autres un jour ou l'autre. Il nous reste encore 2 sujets à aborder qui sont en lien avec ces planètes. On a d'abord la forge du trou noir qui, après analyse, permettait d'exploiter le fonctionnement du trou noir, donc le déplacement vers un trou blanc, afin de grandement faciliter le déplacement d'un lieu à l'autre. En parlant du trou blanc, je devais chercher une tour du savoir quantique. Mais à la place, je suis tombé dans le trou noir comme très souvent. Mais que fut ma réaction quand j'ai aperçu cette même tour qui tournoyait tranquillement autour du trou blanc ? Ce jeu est génial. Dans cette tour, on entend pour la première fois le nom de lune quantique. Enfin, si vous avez suivi le même chemin que moi. Toutefois, on n'en obtient pas beaucoup d'informations. Seulement qu'il s'agit d'un astre mystérieux dont les Nomai souhaitent percer le secret. De plus, on retrouve le nom de Solanum, qui ici cherche à débuter son voyage vers cette lune quantique pour se retrouver sur son 6e emplacement. Enfin, on lit que pour atteindre ce dernier, il y a un hôtel bâti par les Nomai qui permet de mieux se débrouiller sur ce lieu inconnu. On nous laisse avec une information clé. Pour accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la Lune. Logiquement, à partir de là, vous n'avez rien compris. C'est normal, on a tous vécu comme ça. De toute manière, ça ne sert à rien de se poser trop de questions maintenant. Il y a la musique.
Oui, le soleil vient d'exploser, en supernova, emportant toutes les formes de vie qu'il a vu naître. Mais alors pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cela se produit au bout d'un certain temps à chaque fois que je me réveille? Tant de questions, mais toujours aucune réponse. Ça tombe bien, on est là pour ça, comprendre ce qu'il se passe. La prochaine destination sur laquelle je me suis rendu est la planète des Sablières, et plus particulièrement la Sablière rouge, car les deux astres n'en font qu'un et sont reliés par cette coulée de sable qui se transfère de l'une à l'autre. Ici, on retrouve Chai. Il est là pour s'assurer que les cartes stellaires sont à jour. Il a l'air d'être passionné par l'astrologie et nous explique même le fonctionnement d'une supernova en nous disant que c'est le phénomène qui se produit lorsqu'une étoile arrive en fin de vie. Il nous dit aussi que c'est assez rare d'en observer et qu'il en a vu 2 dans la même journée. C'est marrant ça. En me baladant un peu plus, je tombe sur une grotte avec un caillou bizarre, tout bleu et noir. Il est écrit qu'un certain Coléus a disparu sans laisser de traces derrière lui. Apparemment, ça s'est passé en un instant. Je me suis retourné et la roche avait disparu. En un instant. Après réflexion, j'en déduis qu'il s'agit du même type de roche qu'on avait dans le musée. Elle bouge mais à des endroits spécifiques. Donc j'ai juste à tourner le regard ou à ne plus la voir en éteignant ma lampe torche, par exemple, pour qu'elle revienne. Vu que je suis trop fort, je me pose sur le caillou en pensant qu'il allait me déplacer avec lui si j'éteignais ma lampe une fois dessus. J'avais raison. Je me retrouve dans une nouvelle grotte avec des écritures qui appartiennent à Coléus. Dans ces questionnements, il y a une phrase qui sort du lot. Lorsqu'un être conscient est en contact avec un objet quantique et cesse d'agir comme observateur, d'où la nécessité de se trouver dans l'obscurité, l'être est susceptible de se mêler à l'objet quantique, et les 2 corps se déplacent alors ensemble. Ça, c'est intéressant. Je tiens à noter aussi que je suis passé à côté de la première capsule de sauvetage sur les 3 qui en était larguée. Ça m'en fait 2, il m'en reste une. Un peu plus loin, je trouve une autre mention de la lune quantique, même si ici, il s'en réfère sous le nom de lune fantôme. Décidément, je me demande vraiment ce que c'est ce truc. On sait maintenant qu'il s'agit bien d'un satellite naturel qui disparaît lorsque personne ne le regarde. Apparemment, elle n'apparaît pas que autour de Gravité, mais aussi autour d'autres planètes comme notre cher Atrebois. D'après les observations de Chai, ce gros appareil rotatif permettait aux Nomai de faire des observations astronomiques et que l'un des symboles, qui est orange, a quelque chose de spécial. En effet, il avait raison, c'est un traceur lunaire qui est muni de repères pour chacun des emplacements que la Lune visite comme la planète son bronze. Par contre, il y a quelque chose de bizarre. À certains moments, le traceur ne sait pas où la Lune se situe, celui-ci représentant donc un 6e emplacement dans le système stellaire dont on ne connaît pas la localisation. Après utilisation du traceur, on se rend compte que la Lune disparaît bel et bien dès qu'on détourne le regard, et est localisée avec son repère, celui-ci étant le symbole orange dont Chai parlait. Et comme prévu, à certains moments, le repère bouge sans s'arrêter car elle cherche, sans savoir, où la Lune se situe. Après ça, je retourne voir Chai pour lui dire ce que j'ai trouvé, mais il agit différemment. Il me dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Il aurait vu une 12aine de supernovas récemment, ce qui n'est pas normal. Je lui demande pourquoi autant d'étoiles se changent en supernova. Il a l'air sceptique sur ce qu'il m'a dit tout à l'heure au sujet de la durée de vie d'une étoile. Il pense que leur projection était fausse et que les étoiles ne vivent pas aussi longtemps qu'il le pensait. Il commence à s'inquiéter pour notre soleil mais reste dubitatif et nous dit qu'il doit rassembler plus de données. Pour me changer les idées, je décide de visiter le laboratoire des hautes énergies, je cherche pas, ça s'appelle comme ça, qui a priori a quelque chose à voir avec la station du trou blanc, là où je me suis retrouvé après être tombé dans le trou noir de Gravité. De toute façon, la porte en face de moi est fermée et je suis obligé de passer par la cité obscure. Et si je veux en savoir plus, ce qui me paraît indispensable vu que le labo sert à la conception du projet Sablière Noire. Donc je passe par une grotte, je suis des instructions, je mange du sable et je me retrouve dans la fameuse cité obscure qui va me servir de transfert pour atteindre là où je veux réellement aller. Après un autre chemin dans une grotte et de l'attente, merci, j'atteins enfin le laboratoire des hautes énergies. Alors, ici, il y a beaucoup de choses importantes, donc il va falloir suivre attentivement. Déjà, il y a ce truc qui me permet de reproduire en taille réduite la relation entre le trou noir et le trou blanc avec mon guetteur. Ils appellent ça la technologie de distorsion. En parallèle à ça, on nous dit qu'il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir. Quoi ? Si assez d'énergie est redirigée vers la machine, en l'occurrence, ici on parle de toute l'énergie de la cité obscure, on peut faire ça. Donc, je redirige l'énergie vers la machine, je lance mon guetteur et il y en avait 2 là.
Et ce laps de temps où Getter est sorti du trou blanc en premier peut être élargi à volonté du moment que l'on fournit assez d'énergie au générateur de distorsion. On voit que les Nomai essayaient de créer une intervalle de 22 minutes. Le problème étant qu'avec la méthode vue précédemment, ça n'a aucune chance de fonctionner. Non seulement parce que l'énergie nécessaire pour obtenir un résultat pareil ne peut pas être canalisée par une technologie si peu avancée. Ils ont donc besoin d'une technologie de distorsion avancée capable de gérer énormément d'énergie, mais aussi d'un espace incroyablement large pour accueillir tout ça. Et le seul endroit répondant à ces critères est la sablière noire. On aborde enfin le sujet du projet sablière noire, qui requiert des matériaux de plusieurs astres. Donc pour faciliter le voyage entre chaque planète, les Nomai ont choisi de faire une fois de plus appel à leur technologie de distorsion. Il y aurait alors des tours de distorsion pour relier la sablière noire à chaque emplacement essentiel. On en laisse ici avec 2 informations. La forge du trou noir a été utilisée pour ce projet, et ces tableaux représentent chacun une planète et un autre qui représente le Soleil. Bon, je sais, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais je vous promets, plus on avance, mieux vous allez comprendre. La dernière chose qu'il me reste à explorer se situe dans la cité obscure. Je trouve dans des ruines des écritures d'enfants reconnaissables par leur apparence brouillon qui mentionnent la grotte du Sélacanthe, accessible par un trou du promontoire Lophiiforme, où je peux envoyer mon guetteur et utiliser son placement pour trouver une entrée cachée dans la caverne du Guet. Je me dirige vers le promontoire, je lance mon guetteur et, en effet, il y a un très gros truc ici. Comme recommandé, je me fraye un chemin à travers des plateformes et tombe sur une paroi au plafond où je peux tout juste m'y glisser. À l'intérieur de la grotte, il y a une fois de plus des écritures d'enfants qui mettent en place les règles d'un jeu avec le fameux Sélacanthe comme rôle principal. Dans le tas, une information remonte plus que les autres. Les Sélacanthes sont aveugles. Ça me paraît raisonnable de retenir ça dans le futur car on lit par la suite que ce spécimen semble être de la même espèce que le Sélacanthe de Sombrance, le petit poisson qu'on avait vu auparavant dans le musée. Enfin, après avoir récolté toutes ces informations, je vais voir une dernière fois Chai, et sur le chemin, je regarde autour de moi, et je m'aperçois qu'il y a des supernovas qui se produisent de plus en plus. Je parle à mon pote pour voir ce qu'il en dit, et... Les étoiles, elles sont en train de mourir. Avec autant de supernovas, ça ne peut que être ça. On est les prochains, tu comprends, notre soleil, on en a trié un, on est les prochains. C'est les étoiles, tous les autres étoiles sont en train de mourir, tu vois. Pourquoi il a fallu qu'on naisse pendant l'extinction de l'univers ? Et notre soleil, il va... Les cartes des étoiles, pourquoi ? Il fallait vraiment que je les mette à jour, hein. J'aurais préféré ne rien savoir, mais non, non, non. Il a fallu que je mette les cartes des étoiles à jour. Il a fallu que j'aille fureter, où je n'aurais pas dû. Et maintenant, notre soleil est sur le point de... Oh, je me sens pas très bien, j'aimerais que tu t'en ailles, s'il te plaît. Je lui demande donc pourquoi les étoiles meurent. Je ne sais pas, elles sont très anciennes, bien plus qu'on le pensait, et maintenant elles sont toutes en train de mourir. Mais quelle importance, hein ? Qu'est-ce que ça peut bien faire après tout ? Plus rien n'a d'importance maintenant. Toutes mes recherches, les travaux de toute une vie, tout ça va partir en fumée. Tout va partir en fumée, tu comprends ? Tiens, salut. Viens prendre place, camarade. Regardons les étoiles mourir ensemble. Le temps file à une vitesse, hein. Ah, il y a tant de choses que j'aurais aimé faire. Quelle ironie d'être né pour voir l'extinction de l'univers. Alors, est-ce que c'est horrible ? Oui. Est-ce que c'est inévitable ? Peut-être. Mais nous, on est là pour trouver une solution à tout ça. Donc avec la larme à l'œil, on s'envole vers notre prochaine destination. Mais avant ça, je suis retourné à la Forge du Trou Noir sur Gravité pour obtenir plus d'informations au sujet du projet Sablière Noire, qui, je le rappelle, nécessiterait un générateur de distorsion d'une technologie bien plus avancée que ceux qu'on retrouve un peu partout dans le système. Ici, on nous dit qu'il y aurait 2 solutions. La première serait de récupérer le générateur de distorsion du vaisseau. Cependant, cette option requiert de se rendre sur Sombrance et donc de faire face au Sélacanthe. Et ce n'est pas garanti de réussir cette mission car non seulement le générateur est cassé, et le risque de ne pas revenir en vie est présent. La deuxième solution serait de concevoir un nouveau générateur plus avancé en se basant sur celui du vaisseau. Cette option semble être la plus sûre car malgré le fait qu'aucun Nomai ne dispose des connaissances pour répliquer une technologie pareille, il y a Poke, qui était l'apprenti d'Anona, la créatrice du générateur du vaisseau.
En arrivant sur Léviat, qui paraît être la plus grosse planète du système, on se rend compte qu'elle est en réalité submergée par l'eau avec quelques îles à droite à gauche. Ici, on retrouve Gabbro, il est tranquille sur son hamac avec son hautbois. Il me fait part de la présence de cyclones qui se baladent sur la planète et qui emportent les îles dans l'espace pendant une petite durée. Il me suggère d'aller voir l'île de la statue où apparemment il y aurait des statues similaires à celle qui a absorbé notre âme au début du jeu. Pour finir, il me dit qu'il y a un courant très fort un peu plus loin sous la surface qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond. Ça m'intriguait. En cherchant l'île de la statue, je tombe sur autre chose. Le truc bien ici, c'est qu'il y a ces espèces de plateformes sur lesquelles on peut se poser et ça fixe notre fusée au sol. Vous voyez ces symboles de tornade là ? Eh ben, ils sont bien utiles, vous verrez pourquoi dans pas longtemps. Apparemment, on se situe sur le site de construction du lance-sonde orbital, c'est le truc représenté par cette maquette là. Ensuite, je fais glouglou dans l'eau pour atteindre l'autre côté de la plateforme où je retrouve cette palette représentant gravité qui me permet de communiquer d'un endroit à un autre, comme une visio sur Zoom en gros. Et ici, je vois un endroit qui me fait penser à gravité vu qu'il y avait une zone gelée que je n'avais pas réussi à accéder. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le symbole au sol est activé. En fait, c'est pour éviter que je me fasse exploser le crâne par une île quand elle reprend la gravité de la planète. En déposant la palette autre part, elle fait apparaître des écritures. Ces dernières mentionnent le fait que l'une des pièces du canon s'est emportée par le courant, malgré le fait qu'il paraissait impossible que cela se produise, dû à la violence de celui-ci. En dernière information, Konoe nous dit qu'il a réalisé une modélisation des cyclones de Léviat dans l'observatoire sud sur gravité. Avant de me diriger vers l'observatoire sud, j'aimerais quand même aller voir ce qu'il se passe au lance-sonde orbital. C'est le truc qu'on voit tirer quand on se réveille. Il orbite donc autour de Léviat et il est brisé en plusieurs morceaux. En rentrant à l'intérieur, il y a 3 modules différents. Le module de contrôle, le module de lancement et le module de pistage. Dans le premier, j'apprends que ce gros truc dans lequel je suis a pour but de trouver la position exacte de l'œil de l'univers. Mais bon, apparemment ça n'a pas trop marché. C'est là où on a une réponse. L'état de la construction est dû au fait qu'elle a été réglée à la puissance maximale pour soi-disant maximiser les chances de trouver l'œil. Mais bon, comme on l'a vu, ça l'a fait imploser. Ensuite, le module de lancement est endommagé, donc je suis obligé de passer par l'extérieur pour y accéder. Dedans, on apprend que le module de pistage, qui est manquant à la structure, avait pour rôle d'enregistrer la position de la sonde au moment où elle atteint son objectif, ce qui serait un atout majeur à nos recherches. Malheureusement, quand on regarde la vision avec la palette, on se rend compte qu'il se situe dans un milieu orageux, un peu comme s'il était sous l'eau, donc au cœur de Léviat. Le problème, c'est que pour y accéder, je dois trouver un moyen de passer le courant de la planète. Ce qui est pourquoi je vais me situer vers le fameux observatoire sud de gravité. Alors, pour la faire simple, il y avait 2 chemins qui menaient, l'un d'entre eux était au niveau de la cité obscure, et l'autre à côté de la tour du savoir quantique, c'est celui que j'ai pris. Après avoir passé quelques plateformes au-dessus du trou noir et m'être frayé un chemin dans la glace, j'accède enfin à l'observatoire. C'est ici où on va résoudre le problème du courant. En face de moi, il y a 2 représentations similaires aux tornades présentes sur Léviat. On nous dit qu'il existe 2 types de cyclones différents. L'un a un sens de rotation horaire, comme la plupart des éléments sur cette planète, ce qui aurait permis d'ailleurs à envoyer les modules du lance-sonde orbital dans l'espace, mais il existerait une variété plus rare, une variété qui aurait un sens de rotation anti-horaire et qui, à l'instar de l'autre, au lieu d'envoyer les éléments dans l'espace, il les enverrait à travers le courant. On peut donc d'ailleurs le voir grâce aux modélisations de tornades en envoyant notre guetteur dedans. En montant à l'étage, on est accueilli par un dispositif qui permet de représenter chaque planète du système stellaire, toutes représentées par leurs symboles reconnaissables. Les sablières, Atrebois, Gravité, Léviat, Sombronce et l'œil de l'univers. Bon, comme on peut le voir sur la maquette, le truc part en couille car aucun signal lié aux critères connus de l'œil est détecté. C'est à cet endroit que les Nomai ont eu l'idée de fabriquer le lance-sonde orbital pour envoyer une sonde dans l'espoir de tomber sur les bonnes coordonnées correspondant à la position de l'œil de l'univers. Mais pour l'instant, le seul indice qui est à disposition est le suivant. On sait qu'il se situe quelque part dans ce système stellaire. Je reviens donc sur Léviat à la recherche d'un cyclone avec un sens de rotation anti-horaire. Au milieu de tous les autres, j'ai réussi à le trouver. Et en rentrant dedans avec ma fusée, je parviens à traverser le courant de la planète et j'aperçois ce champ magnétique très similaire à celui que j'avais vu dans la vision de tout à l'heure. Le module de pistage doit sûrement se retrouver dedans. Par contre, je rencontre un autre obstacle. Je ne peux pas franchir cette barrière sous peine de me faire électrocuter et mourir du coup. Au loin, je vois ces espèces de méduses qui, elles, rentrent et sortent de celui-ci. Ça m'a fait penser à cette méduse géante dans Subnautica où on peut rentrer dedans en passant par en dessous.
J'essaye donc avec celle-ci et en effet cela me permet de traverser l'électricité. Au cœur de Léviat, il fait très sombre, mais malgré ça je vois au loin le module de pistage du lance-sonde. À l'intérieur, il y a un autre bassin de vision qui me montre des masques similaires à celui qui me montrait quand je meurs. Et on voit qu'il y en a 3 actifs. On nous dit que le lance-sonde orbital est bel et bien relié au projet Sablière Noire. De l'autre côté du module, on retrouve un mécanisme ressemblant à celui dans l'observatoire sud avec 3 stades d'activation. Le premier nous montre la trajectoire de la sonde actuelle. Il est dit qu'il s'agit de la sonde 9 318 099. Ça fait beaucoup là quand même. Le deuxième représente le lancement d'une première sonde, puis d'une autre, puis d'une dizaine, puis d'une centaine, des milliers, des millions de sondes sont lancées jusqu'à ce que une seule n'atteigne son objectif. Celle qui a été lancée à notre réveil. Enfin, en activant le dernier, on a ça. Ce qui s'affiche en face de nous là, c'est les coordonnées de l'œil de l'univers. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on ne sait pas comment les déchiffrer, et plus important encore, on n'a nulle part où les rentrer. Alors là, si on n'est pas trop débile, on commence à comprendre qu'on est dans une boucle, qui, dit comme précédemment, a une durée de 22 minutes, et au bout de celle-ci, on est renvoyé à notre campement de base avec toutes les informations qu'on avait récoltées jusqu'à maintenant. Je sais que c'est pas évident de comprendre tout ça, mais je vous rassure, on commence à avoir les pièces maîtresses du puzzle. Avant de quitter Léviat, il me reste 2 choses à visiter. Il y a d'abord cette île des statues dont Gabro m'avait parlé, et autre chose dont je vous parlerai en détail après. Sur cette île, bon, rien d'étonnant, il y a des statues, mais il y a aussi une grille au sol qui montre la présence d'une pièce à l'intérieur de l'île, mais sans entrée apparente car celle de base est bloquée. Sur des inscriptions d'enfants, on a la confirmation qu'il y a bien une autre entrée. J'en déduis donc qu'il faut passer par en dessous de l'île, en passant par l'eau du coup. Donc je fais le grand plongeon, et en retenant ma respiration, je parviens à trouver une sortie menant à cette salle cachée qui se surnomme l'atelier des statues. Dedans, on a cette fresque qui montre ce qu'il se passe à la fin de la boucle. Ceux qui ont été reliés à une de ces statues mémoniques ont aussi leurs souvenirs reliés à celle-ci. Ces souvenirs-là sont envoyés aux masques qu'on a vus tout à l'heure, qui sont tous situés sur la Sablière Noire, qui nous les renvoie directement en début de boucle. Enfin, quelque chose a du sens. Seulement, on lit juste après que les masques ne sont censés fonctionner uniquement à la réussite du projet Sablière Noire. Cette information est cruciale car elle représente un très gros espoir pour la suite des événements, car ça veut dire que ce projet est actuellement en marche. La dernière chose que j'ai pas encore abordée, c'est cet énorme cyclone qui reste immobile, comme s'il contenait quelque chose à l'intérieur. Bon, du coup, ça va de soi, je suis rentré dedans en passant par le dessus de la planète, et au cœur du cyclone, il y a une tour qui, dessus, a un symbole familier, celui de la lune quantique. En montant en haut de la tour, on me signale que celle-ci partage avec quiconque le demande les connaissances requises pour entreprendre son premier voyage quantique. Cette tour est en fait constituée de plusieurs étages dans lesquels il faut résoudre des énigmes où chaque objet possède une propriété quantique. Dans le premier, on me demande de chercher l'arche errante. Bon, rien de difficile, il suffit juste de ne pas la quitter des yeux dès qu'on l'aperçoit. Aussi, entre chaque étage, on a, pour une raison que j'ignore, ce gros caillou quantique qui, comme beaucoup de choses dans ce lieu, change de position dès qu'on le quitte du regard. Au deuxième étage, on me dit que observer un objet quantique et observer l'image d'un objet quantique n'a aucune différence. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de symétrie et que l'arche se déplaçait toujours de manière symétrique, sauf que les murs de la pièce empêchent de le garder en vue. L'autre option qui était disponible était d'utiliser le guetteur pour prendre l'arche en photo et ainsi la voir dans notre champ de vision en permanence, ce qui était la solution. Au troisième étage, on me dit que l'arche et le cristal ne se rencontrent pas naturellement. Bon, je traduis, en gros ça veut dire qu'ils agissent indépendamment l'un de l'autre. J'ai donc pris en photo l'arche et détourné le regard jusqu'à ce que le cristal soit au bon endroit. Pour la dernière épreuve, on n'a pas beaucoup d'infos, vu que c'est relativement similaire à celui d'avant. On nous dit juste, c'est la dernière, mais nous avons compliqué les choses. Alors effectivement, ici c'est un peu plus complexe. J'ai mis du temps à comprendre, mais voilà. On a un mur avec 2 cristaux dessus, et les 2 se déplacent aléatoirement sur le mur. Il fallait donc que le premier cristal soit situé au bon endroit, le prendre en photo pour ne pas qu'il change de position, détourner le regard pour que le deuxième nous permette d'avancer sur le mur, et faire ça 2 fois pour atteindre le bout du mur. Et oui, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est pas exactement ce que j'ai fait, mais bon, chacun ses moyens. En dernier étage, c'est simple, tous les objets possèdent des propriétés quantiques, même la déco. On retrouve aussi le symbole de la lune quantique et on nous apporte pas d'autres informations, juste un félicitation pour s'être souvenu de la règle de l'imagerie quantique. C'est nul.
Et non, car l'important ici, ce n'est pas l'arrivée, mais le chemin qu'on a parcouru pour l'atteindre. Avant de me diriger vers la Lune quantique, j'aimerais visiter cette petite comète qui se balade dans le système. Il s'agit de l'intrus. Il est très petit comparé à une planète et est gelé à la surface. Au derrière de celui-ci, il y a une navette qui, elle aussi, est gelée. Elle avait été lancée depuis le canon gravitationnel de Sablière Rouge et appartient à 3 Nomai, Poke, Pai et Clary, qui, en attendant que la navette se dégèle, se sont lancés dans l'exploration de l'intrus. Pour en savoir plus au sujet de cette comète, il faut attendre qu'elle passe proche du Soleil afin que la glace fonde et révèle un passage au creux de celle-ci. À l'intérieur, on trouve des tunnels de glace remplis de matière fantôme, j'en ai pas vraiment parlé jusqu'à maintenant, mais en gros, c'est des cristaux verts qu'on trouve un peu partout dans le système, qui nous tuent si on va dedans. L'objectif ici est d'envoyer le guetteur dans les tunnels pour qu'il nous montre s'il y a présence de matière fantôme avec un signal de danger. Entre les tunnels, on trouve un journal qui nous met juste à jour sur la situation. On a Poke et Pai qui explorent pendant que Clary, inquiète pour eux, s'occupe de réchauffer la navette. Après avoir évité la matière fantôme dans d'autres tunnels, on arrive au bout et on y trouve un Nomai se tenant au sol à la sortie d'une cavité, mort. Et au cœur de la cavité, on trouve ça. Cette enveloppe de pierre sphérique semble être la source de l'énergie que nous avons relevée. Non, je dirais plutôt que la source se trouve à l'intérieur que de cette pierre. Je détecte une sorte de matière exotique. Cette pierre atténue fortement les relevés que nous recevons. Il devrait être au moins 10 fois supérieur à ce qu'on voit actuellement. Pai, je pense qu'il faut mieux éviter d'interagir avec cette matière. Pour autant que je sache, un contact direct serait probablement fatal. Je n'ai jamais rencontré une coque de ce genre, mais c'est notre seul rempart face à ce qu'elle renferme. Et le pire, c'est que cette matière est incroyablement volatile. Pai, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette enveloppe de pierre, mais ce n'est pas seulement instable. Cette matière est soumise à une pression de plusieurs tonnes. Regarde les relevés de densité. Je n'ai jamais rien vu d'aussi compact. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Sa magnitude est bien supérieure à ce que j'envisageais. Si la pierre venait à céder, la matière mortelle qu'elle renferme se répandrait à une telle vitesse qu'elle engloutirait tout ce système stellaire en un instant. Et la pression ne cesse d'augmenter à mesure que la comète s'en rapproche. Retourne immédiatement à la navette. Il faut prévenir nos camarades du terrible danger qui les menace. Pose ton matériel et cours. Que fais-tu, Pai ? Plus on en sera sur cette xénomatière, meilleures seront nos chances de survie. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible. Va prévenir les autres. Ils pourront peut-être construire un abri. Allez, Poke, maintenant ! Ce qu'on a en face de nous est l'origine de l'extinction totale des Nomai. Et si vous vous demandez pourquoi ça n'a pas tué les Atriens, c'est parce que ce sont des espèces qui vivent sous l'eau, et la matière fantôme n'a aucun effet sous l'eau. En continuant un petit peu l'exploration de Hatrebois, je capte avec mon onduloscope la même fréquence que celle qui est en direction de Sombronce. Je m'en approche et je vois une espèce de grosse graine reliée à des ronces. Le gars à côté me dit que cette graine s'est écrasée sur cette planète et qu'elle vient sûrement de Sombronce justement. Et il me propose de vérifier ce qu'il y a dedans avec mon lance-guetteur. Quand j'ai lancé, il s'est passé 2 choses. Déjà, son signal est apparu en double, un en face de moi et l'autre en direction de Sombronce. Aussi, quand je prends des photos avec, j'aperçois une sorte de campement, et ce qui ressemble à un fossile de sélacanthe. Je redoutais cet instant, mais il fallait bien y aller à un moment. Bon, déjà, il fallait que je me rappelle d'un truc, mais je sais plus quoi. Ah oui, c'est vrai, fallait pas que je bouge. Donc je rentre dans la graine et tout de suite je me rends compte que l'intérieur est beaucoup plus grand que l'extérieur. En plus, quand j'essaye de suivre le signal de mon guetteur, il y en a 3. Donc en plus du danger des sélacanthes qui réduit extrêmement la possibilité de déplacement, je dois choisir au pif l'un des 3 signaux. Bon, par chance, je l'ai eu du premier coup. Mais quand même, après avoir évité la mort 14 fois, je retrouve enfin ce que mon guetteur avait pris en photo. J'avais juste, c'était bien un squelette de sélacanthe, avec le camp de Feldspath. Il me félicite d'en être arrivé jusque-là, et quand je lui demande où est sa fusée, il me signale qu'elle n'est pas loin. Il me suffit seulement d'aller au niveau de la queue du squelette et je verrai une lueur vacillant dans la brume. En tout cas, ça fait plaisir de le voir sain et sauf. Je suis donc la lueur et je tombe sur sa fusée délabrée, et forcément il n'y a rien à faire avec. Cependant, en dessous, il y a une racine avec un trou béant. Je rentre dedans et au bout de celle-ci, je trouve une méduse coincée dans la glace.
Et bon, apparemment, c'est à ce moment-là qu'on était censé avoir l'astuce pour passer le champ magnétique du cœur de Léviathe, car on comprend que l'intérieur de ces méduses sont protégés aux décharges électriques et grâce à Feldspath qui a tranquillement tapé un gros dedans. Bon, c'est bien ça, mais j'ai toujours pas trouvé le vaisseau ni la capsule de sauvetage numéro 3. Du coup, je me rappelle que j'ai la fréquence balise de détresse sur mon onduloscope, et je m'en sers donc pour localiser la capsule numéro 3, car je sais qu'elle est sur son bronze, mais je ne sais juste pas où. Après être rentré dans une première graine, je parviens à localiser la capsule et à la retrouver. Elle a l'air d'être en bon état, du moins assez pour voir ce qu'il y a dedans. En rentrant à l'intérieur, il y a 2 journaux. Le premier explique la situation de la capsule, qu'elle a été lancée et s'est crashée en essayant de fuir cet endroit, et que les Nomai à l'intérieur sont restés coincés, les rendant à la merci des Sélacantes. Par ailleurs, il mentionne le fait de retourner au vaisseau. Or, il détecte 2 balises distinctes provenant de celui-ci. Suite à cette confusion, il suggère de suivre le signal le plus proche, et que pour ne pas se perdre, ils laisseront des lumières sur leur passage. Donc je suis les lumières, sauf que, en arrivant au bout... À quiconque venait ici pour nous retrouver, nous avons suivi l'une des 2 balises du vaisseau jusqu'à cet endroit, mais nous ne pouvons pas aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons l'entendre à présent, mais la balise du vaisseau émet toujours un faible signal qui nous parvient depuis l'intérieur de cette graine épineuse. L'ouverture est pourtant trop étroite pour ne serait-ce qu'un seul d'entre nous. Et il est donc impossible que notre capsule de sauvetage ait pu l'emprunter. Je ne comprends pas comment une telle chose est possible, mais cet horrible endroit semble capable de manipuler l'espace même. Peut-être sommes-nous condamnés. Dire que nous sommes si près du vaisseau et pourtant si loin. Pire encore, la balise du vaisseau se meurt. Bientôt, nous ne pourrons plus l'entendre. Tout ce que nous pouvons faire à présent, c'est essayer de trouver un accès, ou du moins tenter de concevoir comment cela a pu se produire. Mon souhait le plus cher est que les autres capsules de sauvetage aient atterri dans un endroit relativement sûr. Comme vous avez pu le voir, personne n'est venu à leur secours, et ils ont péri, comme le reste de leur clan. Je lance donc avec désespoir mon guetteur dans la graine et me dirige vers le signal en double. En arrivant dans le vaisseau, tout de suite, on remarque des dizaines de corps Nomai, morts. Au bout d'un couloir, on trouve une pièce dans laquelle la tragédie se dévoile. Ici, le vaisseau d'escale. Quelque chose de terrible s'est produit lors de notre passage en distorsion, et notre vaisseau a reçu une blessure fatale. Nous avons besoin d'aide, au plus vite. Notre vaisseau semble avoir en quelque sorte fusionné avec l'environnement. Certaines plantes grimpantes font désormais partie intégrante du vaisseau. Il a été déchiqueté de l'intérieur. Nous abandonnons notre vaisseau à tous les clans Nomai, ou même d'autres espèces maîtrisant le vol spatial. Si vous recevez ce message, je vous en conjure, nous avons besoin de votre aide. Ça ne fonctionne plus? Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Notre vaisseau se meurt. Nous nécessitons une aide immédiate. À tous les clans Nomai dont le vaisseau entendra ce message. Il est clair que l'univers se meurt. Les ressources et les lieux sûrs se font de plus en plus rares. Avec les membres de mon clan, nous pensons que nos chances de survie seront supérieures si tous les clans se regroupent. Si vous préférez continuer d'explorer de votre côté, sachez que nous ne vous suivrons pas. Kana, nous sommes en route vers votre position. C'est bon de t'entendre, Romy. Nous guetterons ton vaisseau. Quelqu'un a des nouvelles de Nîmes? Son clan a été en route pour notre vaisseau, mais ils ne sont jamais arrivés. C'est le silence radio depuis. Je commence à m'inquiéter. Ça, c'est troublant. Cela me rappelle cette vieille légende que me racontait mon grand-père sur la disparition d'Escale. On me racontait cette histoire quand j'étais enfant. Un jour, le vaisseau d'Escale n'a plus répondu. Les autres clans l'ont cherché partout, mais sans succès.
C'est comme si les disparus s'étaient tout bonnement volatilisés. Ce n'est pas une légende, les amis. Escale et son clan ont bel et bien existé. Étrange que cette histoire ait été transmise de génération en génération. On la racontait déjà aux ancêtres de nos ancêtres. C'est vraiment arrivé, Aesop? Il y a vraiment très longtemps, mais oui, les ancêtres de mon clan ont longuement cherché le clan d'Escale, mais au final, personne ne les a jamais revus. C'est la seule fois de toute notre histoire qu'un vaisseau a disparu sans laisser de traces. Aesop, tu n'es quand même pas en train de comparer mon vaisseau à celui d'Escale, j'espère? Nîmes, mon ami, nous croyons vous avoir perdu. Non, mais ce n'est pas passé loin. Nous avons eu des problèmes lors du passage en distorsion. Les 3 soleils du système luminant sont explosés et nous avons eu beaucoup de chance d'éviter le souffle. Nous nous verrons bientôt, Kana. Ça fait du bien de t'entendre, Nîmes, et de savoir que ton clan est sain et sauf. À tous les vaisseaux à proximité, faites très attention aux étoiles potentiellement instables, c'est-à-dire presque toutes. Si on va sous les escaliers, on retrouve un journal qui nous montre qu'il s'agit d'un enregistrement fait avant la distorsion vers l'œil de l'univers. Malgré le fait que le générateur de distorsion du vaisseau semblait instable, Escale était pressé d'atteindre la destination car le signal de l'œil remonte à des temps antérieurs à lui-même. Toutefois, voilà où cela les a menés. Au centre du vaisseau, on peut prendre le générateur de distorsion, ce qui ne sert à rien vu qu'il est cassé. Parmi toute cette mélancolie, on a ce mécanisme qui correspond parfaitement à ce dont on a besoin pour rentrer les coordonnées de l'œil. Il suffit juste de trouver un autre générateur de distorsion. Chose facile, n'est-ce pas? Pour me rafraîchir les idées, je me suis enfin dirigé vers la lune quantique, qui jusqu'à maintenant changeait de position à chaque fois que je voulais y aller. Sauf que maintenant, je sais qu'observer un objet quantique et observer l'image d'un objet quantique n'a aucune différence. Donc en lançant mon guetteur depuis ma fusée et en prenant une photo de la lune, j'arrive à m'y poser dessus. La première chose que je vois ici est ce Nomai, mort au sol. Il y a aussi cette navette qui appartenait à Solanum, la Nomai qui devait entamer son premier voyage vers la lune quantique. J'en ai donc conclu que le cadavre qu'on a vu s'agit du sien. D'ailleurs, ne faites pas comme moi, n'activez pas le mécanisme dans la fusée, ça ramène au canon gravitationnel sur la sablière rouge, donc pas sûr que c'est ce qu'on cherche à faire ici. En revenant sur la Lune, j'ai remarqué que tout possède une propriété quantique ici, même le cadavre de Solanum, ce qui est assez flippant quand on se retourne plusieurs fois. Au loin, je repère cette espèce d'hôtel. En allant à l'intérieur de celui-ci et en activant un mécanisme, du texte s'affiche au mur. Souvenez-vous de la règle du 6e emplacement, qui dit que pour accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se situer au pôle nord de la Lune. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique, qui nous permet d'adopter une propriété quantique si on se tient sur un objet disposant de cette propriété, tout en étant dans le noir complet, permettant donc de ne pas voir cet objet et de changer sa position à volonté. Et la règle de l'imagerie quantique, qui est celle qu'on a utilisée pour accéder à la Lune. J'ai la possibilité de refermer la porte derrière moi et d'éteindre les lumières pour être dans le noir total. Et quand j'allume et je rééteins ma lampe torche, les symboles en face de moi se déplacent, représentant la position actuelle de la Lune quantique. Il faut savoir que selon sa localisation, elle va emprunter les caractéristiques de la planète. Par exemple, elle orbite autour de gravité et est composée de cristaux violets similaires à l'intérieur de la planète. Pareil, ici, le symbole de la Lune se déplace à côté de celui de son ronce, et là, la Lune présente de grandes ronces et de la glace à sa surface. Mais que se passerait-il si elle orbitait autour de l'œil de l'univers? Et il y a un mur à la sortie qui m'empêche de sortir. Heureusement, je me rappelle de la règle du 6e emplacement. Donc si je me dirige vers le pôle Nord, tout en faisant apparaître l'hôtel à celui-ci, jusqu'à l'atteindre, je pourrais accéder au 6e emplacement. Et donc, situé au pôle Nord, j'éteins ma lampe, j'ouvre la porte, et le mur n'est plus là. On a donc une apparence de lune relativement similaire aux roches quantiques que l'on avait trouvées un peu partout dans le système, avec une teinte de bleu et noir et... bonjour. Ah ok, donc là on a Solanum, une Nomai vivante,
qui, je le rappelle, fait partie d'un clan qui est supposément éteint, la même Solanum qu'on avait vue morte sur toutes les autres positions de la Lune. On peut lui poser beaucoup de questions en communiquant à l'aide de ces palettes qu'elle nous donne à disposition, la plupart n'avançant pas vraiment notre objectif, on sait juste qu'on orbite actuellement autour de l'œil de l'univers. N'empêche, il y a un truc bizarre. Elle nous dit qu'elle a imaginé une hypothèse selon laquelle elle ne serait pas complètement en vie. Parce que, en fait, elle est à la fois vivante et morte. Plus précisément, elle est un 6e vivante, vu que parmi les 6 emplacements de la Lune, il n'y en a qu'un seul où elle n'a pas péri. Vous voyez la théorie du chat de Schrödinger, qui met en place un chat dans une boîte fermée, et on ne sait pas s'il est vivant ou mort du moment qu'on ouvre cette boîte? Et le chat c'est Solanum, et la boîte c'est la Lune quantique. Et c'est comme ça pour tous les objets quantiques en fait. Ils sont présents à plusieurs endroits en même temps, seulement l'objet apparaît uniquement du moment qu'on regarde l'un de ces emplacements. On est maintenant très proche de la fin de notre voyage, car il me reste un dernier endroit à visiter, la Sablière Noire. Et c'est ici où on va se servir des tours de distorsion. Par contre, il faut attendre un peu de temps pour que le sable se transfère à la sablière rouge et laisse sortir les tours de la surface. En gros, comment ça marche, c'est qu'au bout d'un moment, on va être téléporté à ces symboles-là sur la planète correspondant au symbole en haut de chaque tour. Ici, je vais me servir de la tour reliée à Gravité pour accéder à un dernier segment de la forge du trou noir. D'ailleurs, ne faites pas comme moi, pensez à activer la forge directement sur Gravité avant de vous y téléporter en utilisant la tour, ça peut aider. En arrivant dans la forge, on a plus d'infos sur la livraison de générateurs de trous noirs prévus pour les tours de distorsion présentes sur la Sablière Noire. On a une autre information aussi. Pour que la distorsion fonctionne, il ne faut pas forcément que l'angle d'alignement entre la tour et le centre du corps astral soit exact. Il peut ne pas l'être du moment qu'il se situe dans une marge de 5 degrés par rapport à celui-ci. Cependant, le sujet d'une tour en particulier ressort, celle des sablières, qui serait défectueuse. Mais il s'agit juste d'une erreur, car ces planètes sont si rapprochées qu'elles agissent comme un corps astral unique, et partagent ainsi le même point d'alignement. Donc pas de problème. En sortant, on a aussi l'information que le générateur de distorsion pour le projet Sablière Noire a été réalisé par Poke avec succès, malgré le doute de certains sur sa fiabilité. J'ai aussi voulu aller sur cette station qui orbitait autour du Soleil, donc ça va de soi, le même symbole de distorsion est présent dessus, donc il fallait utiliser la tour. Par ailleurs, il faut y aller vraiment au bon moment, parce que sinon la salle pour accéder au haut de la tour sera jonchée de cactus et on ne pourra pas passer. Et comme la tour de gravité, je me téléporte au lieu souhaité, et la première info qu'on a, c'est qu'aucune commande d'utilisateur n'a été reçue depuis 281 042 années. Ce qui veut dire que l'extinction des Nomai a eu lieu il y a 281 042 ans. Aussi, une augmentation de l'activité solaire a été détectée il y a 6 minutes et 38 secondes, ce qui correspond au début de la boucle. En ouvrant la porte de secours, il y a un gros trou, jusqu'à la pièce d'en face. Bon, ça a l'air compliqué, mais il suffit juste de bien gérer et tout devrait bien se passer. Alors, la première écriture se décrit toute seule. Mission. La science nous contraint à faire exploser l'étoile. Ah bah d'accord. Leur objectif aurait été d'utiliser l'explosion du soleil afin d'alimenter le projet Sablière Noire. Il aurait essayé de le faire exploser manuellement en tirant dessus, mais rien n'y fut, car canaliser un tir assez puissant pour annihiler une étoile est juste inconcevable. De plus, il y a cet anneau qui m'indique le temps restant avant que la station solaire ne se fasse engloutir par le soleil, qui est de 3 minutes et 8 secondes, et le temps restant avant la mort de l'étoile, donc la fin de la boucle, qui est de 14 minutes et 38 secondes. Enfin, il me fallait un moyen d'accéder à l'intérieur de la Sablière Noire. Donc de manière pratique, il y a 2 tours de distorsion pour les sablières. Et devant celle-ci, il y a une fois de plus un Nomai mort au sol, montrant l'importance du lieu. On a un petit problème aussi, c'est que contrairement à sa copine, la tour de la Sablière Noire a le toit brisé, laissant passer la coulée de sable dans celle-ci. Bon, heureusement, il y a ce petit coin où je peux me poser et envoyer mon guetteur au milieu de la plateforme pour aller dedans pile au bon moment. Nous voilà à l'intérieur de la Sablière Noire, c'est ici qu'on va avoir une réponse à toutes nos questions. On retrouve d'abord les masques mnémoniques qui ont reçu les données des précédents cycles il y a 10 minutes et 28 secondes. Celui relié au module de pistage, celui relié à moi et un autre qui était relié à Gabbro car lui aussi se souvenait des boucles. D'ailleurs, celui cassé était relié à la station solaire car celle-ci a été engloutie par le soleil. Toutes les informations sont rassemblées ici. L'excavation de la planète pour faire place au projet Sablière Noire, la livraison de générateurs de distorsion, les essais du lancement orbital, l'activation des statues mnémoniques et même l'activation de la station solaire. En fait, le projet Sablière Noire aurait dû fonctionner comme suivant.
Tout d'abord, la station solaire reçoit l'ordre de tirer sur l'étoile pour la faire exploser. Grâce à l'énergie générée par la supernova ainsi créée, celui-ci enverra 22 minutes dans le passé l'ordre au lance-sonde orbital de tirer. Et 22 minutes après la récupération de cet ordre, la station solaire déclenchera de nouveau la supernova pour envoyer en arrière dans le temps les données récoltées par la sonde ainsi tirée. Toutefois, comme vu précédemment, la station solaire n'a pas fonctionné, et comme dit par Paille, il aurait pu attendre que l'étoile explose en suivant son cycle naturel, mais il serait mort de vieillesse bien avant que cela ne se produise, ce qui est actuellement le cas. Enfin, il mentionne le fait d'aller explorer une comète qui est récemment arrivée dans le système, mais malheureusement, on sait où cela se termine. Au bout de tout ça, on a deux mécanismes. Le premier contrôle la gravité artificielle, et l'autre permet d'ouvrir l'intérieur du projet Sablière Noire. Et au cœur de celui-ci, le générateur de distorsion, devant nous, prêt à être récupéré. Mais on a un problème, et pas un petit. Dès qu'on retire ce générateur, le projet Sablière Noire prend fin. Et ça sera la dernière boucle, plus de retour en arrière, plus de deuxième chance. Donc là, il me reste un truc à faire. Récupérer le générateur, l'emmener sur son bronze, retrouver le vaisseau et l'insérer dedans. Tout ça, sachant qu'à la moindre erreur, c'est la fin. Mais pas du cycle cette fois, mais de l'univers entier. Il est là. J'active le mécanisme de distorsion pour m'y rendre. Et nous y sommes. Enfin. Et je vous laisse interpréter à votre manière ce qui va suivre.
Et là, vous allez me demander, mais quel intérêt d'avoir fait tout ça si c'est pour que l'univers parte en fumée? Eh bien, parce que le but initial n'a jamais été de sauver quiconque, mais d'accepter le destin et laisser la place à la génération d'après en la créant à l'image de nos aventures. Car une fois de plus, qu'importe la destination, le chemin qui nous y a menés reste la chose la plus importante qui soit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie vraiment parce que c'est sûrement l'une des plus grosses vidéos que j'ai jamais sorties. Ça a énormément de travail derrière, donc si jamais vous pouvez soutenir la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si le format vous plaît, je ferai sûrement de nouvelles vidéos similaires à celle-là dans le futur. Encore une fois, merci à vous et à une prochaine fois.